Avant de commencer, je voudrais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, un chiffre vraiment significatif pour moi. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne. Un simple clic, mais c'est une énorme source de motivation pour que je continue à créer des vidéos. Merci beaucoup à vous tous. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on est enterré sous la maison du clan? Laissez-moi vous dire. Première partie, l'odeur de la terre avant la chute. La chose que personne ne vous dit à propos d'être enterré vivant, c'est que la terre ne ressemble plus à de la terre. Elle ressemble à une bouche chaude à l'intérieur, humide là où elle ne devrait pas l'être, et peu importe comment vous vous y agrippez, peu importe comment vous aplatissez vos paumes contre le plafond de terre au-dessus de votre visage, elle repousse, lente, patiente et indifférente de la manière dont seules les choses anciennes peuvent être indifférentes à la souffrance des petites créatures prises sous elles. Je m'appelle Astra Ashfall et j'avais 23 ans lorsqu'ils m'ont mise en terre et m'ont recouverte, mais je m'avance trop. C'est une habitude que j'ai depuis mon enfance. Ma grand-mère Maryse disait toujours que j'arrivais avant ma propre histoire. Astra, disait-elle, me retenant par le bas de ma robe lorsque je courais devant sur le sentier forestier. La forêt ne respecte que ceux qui la laissent se montrer d'abord. Grand-mère Marie sentait la résine de pin et la vieille laine. Et elle avait des mains si rugueuses, par des décennies de cueillette d'herbe, qu'elle râpait contre votre joue comme de l'écorce d'arbre lorsqu'elle vous tenait le visage. J'avais l'habitude de penser que c'était ainsi que toutes les femmes devenaient finalement une partie écorce, une partie os, une partie forêt. Elle est morte l'hiver de mes 12 ans, le même hiver où tout le reste de ma vie m'a été enlevé. Et j'ai passé beaucoup de temps depuis à me demander si les deux événements étaient liés. Si le monde ne pouvait tout simplement pas supporter sa chaleur et mon malheur simultanément, et si quelque chose devait céder. Ce qui m'a été enlevé, c'est mon nom, pas celui que ma grand-mère m'avait donné, Astra, signifiant étoile dans l'ancien dialecte de la lignée Ashfall. Ce nom, je l'ai gardé, bien qu'on m'ait découragé de l'utiliser. Ce qui m'a été enlevé, c'est l'autorité de mon nom de clan, mon héritage, mon rang au sein de la structure du clan Don Moral. Mon père, Aldric Ashfall, est mort cet hiver-là aussi. Il est mort sans fils, et dans la loi du clan Dun Moral, écrite à l'encre pressée de baie de loup et de sang séché, comme elle l'était depuis des siècles, un homme qui mourait sans fils, mourait sans héritage. Ses terres passaient au cousin mâle le plus proche, son titre dissous, ses filles devenaient indépendantes de celui qui voudrait bien les accueillir. Le cousin mâle le plus proche de mon père était un homme nommé Caris Dunwall, et Caris Dunwall nous a accueillis comme une araignée accueille des mouches. Je devrais décrire Don Moral, le territoire du clan, pour que vous compreniez de quel genre de monde je parle, car le monde compte. Le décor n'est pas un arrière-plan, c'est un personnage. Et Don Moral avait un caractère, comme tous les lieux anciens. Il était niché dans le creux d'une vallée qui avait été sculptée, disaient les anciens, par une rivière qui s'était essagacée et s'est asséchée 10 000 ans avant que le moindre loup n'y pose le pied. Les parois de la vallée étaient des falaises de calcaire, gris clair, parsemées de dépôts de fer rouge qui coulaient le long de la roche entraînés rouille comme de vieilles blessures. Sous certaines lumières, particulièrement la lumière ambrée de la fin de l'automne, ces traînées de fer luisaient. Toute la vallée luisait. Elle ressemblait à quelque chose d'encore brut, encore blessé. La maison du clan occupait le centre du fond de la vallée, une structure si ancienne que la pierre originale de ses murs avait été engloutie par des siècles d'ajouts, jusqu'à ce que personne ne puisse dire avec certitude où le premier bâtiment se terminait et où commençait l'ambition accumulée des alphas successifs. Il y avait des tours sans but apparent, des couloirs qui se terminaient par des murs scellés, des escaliers qui menaient à des pièces ne contenant que d'autres escaliers, et sous tout cela, sous les fondations, sous la vieille cave à racines que la génération actuelle utilisait pour stocker le grain d'hiver, il y avait un réseau de chambres creusées dans le roc lui-même. Les anciens les appelaient les pièces du dessous. Elles étaient si anciennes que personne vivant ne connaissait leur but d'origine. Certains disaient qu'elles avaient été creusées comme sanctuaires contre les sièges. Certains disaient que c'étaient des espaces rituels, des lieux où les anciens alphas avaient accompli les rites sanglants de succession. Certains disaient, et c'était surtout les femmes plus âgées, celles qui se souvenaient encore de ce que le mot sacrifice signifiait avant qu'il ne devienne une métaphore, que c'était en des lieux de punition, que la terre elle-même était la punition, qu'être rendu à la terre, même temporairement, même en respirant encore, c'était l'ancienne façon de briser quelqu'un dont l'esprit refusait de se briser par d'autres moyens. Je ne savais rien de tout cela lorsque j'avais 12 ans et que j'ai emménagé dans le foyer de Caris Dunwall en tant que dépendante. Je l'ai découvert plus tard. Je l'ai découvert de la pire des manières. Deuxième partie, 7 ans dans la maison d'un prédateur patient. Caris avait 60 ans et avait le visage de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à être sous-estimé.
ce qui signifiait qu'il avait passé toute sa vie à être très prudent quant à la façon dont il se présentait. Il n'était pas grand. La plupart des alphas de la lignée Don Moral étaient grands, larges d'épaules, grands de mains, avec cette lourdeur particulière autour de la mâchoire qui parlait d'un héritage de loup proche de la surface. Caris était mince et avait les épaules tombantes et des yeux de la couleur de l'eau de ruisseau à la fin de l'automne. Un vert brunâtre qui semblait changer selon ce qui se trouvait derrière eux. Il avait une fille, Muriel, qui avait 4 ans de plus que moi, et lui ressemblait exactement, mince aux yeux de ruisseau, prudente. Il avait une femme, Sable, et qui avait survécu à 20 ans de mariage avec lui, en développant une imitation très convaincante de ne pas être présente lorsqu'elle se tenait juste devant vous. Et il avait 2 fils, Draven et Halek, qui n'étaient pas subtils de la manière dont leur père l'était, ce qui les rendait, à leur manière, plus dangereux. Ils étaient les dents visibles. Caris était la mâchoire. J'ai vécu dans cette maison pendant 7 ans. Je cuisinais, je nettoyais, je m'occupais du jardin d'herbes qui avait été la fierté de ma mère et que Caris gardait en vie non par amour des herbes, mais parce que les visiteurs du clan s'attendaient à le voir entretenu et les apparences étaient importantes pour Caris de la manière dont elles sont importantes pour tous les hommes qui savent que la distance entre leur réputation et leur réalité est très mince. Ma mère, et je ne l'ai pas encore mentionné, son nom était Ilse. Elle était vivante, mais elle avait disparu. Je pense que le mot que je cherche est « en dessous », pas morte, juste reculée. Après la mort de mon père et notre transfert dans le foyer de Caris, elle a commencé à prendre de moins en moins de place, moins à table, moins dans les conversations, moins dans une pièce. Au moment où j'avais 15 ans, elle s'asseyait près de la fenêtre et de la pièce que nous partagions et regardait la paroi de la vallée pendant des heures sans parler. Au moment où j'avais 18 ans, elle me regardait à travers moi lorsqu'elle me parlait. Elle est morte quand j'avais 19 ans. Le guérisseur a dit que c'était une fièvre pulmonaire. Je pense qu'elle a simplement décidé d'arrêter. Je ne lui en veux pas. J'y ai pensé au fil des années depuis. Je comprends ça l'attrait de la reddition. Je le fais. Il existe une version des événements dans laquelle je l'ai suivie, dans laquelle la jeune fille Astra Ashfall a simplement cessé d'exister sous la lente pression de 7 ans tant dans cette maison, et ce qui a émergé était quelque chose de plus petit, quelque chose de diminué, quelque chose qui n'avait pas besoin de nom parce qu'elle n'avait plus de revendications à faire. Cette version des événements ne s'est pas produite à cause de la voix de grand-mère Maryse dans le fond de ma tête, et à cause de ce que j'ai trouvé dans les pièces du dessous 3 mois avant qu'ils ne m'y mettent. Laissez-moi vous parler des 3 mois d'avant. Les ennuis ont commencé, comme tant d'ennuis, avec une négociation de mariage. Et Caris nourrissait certaines ambitions pour Muriel depuis avant mon arrivée dans le foyer. Elle était de la lignée Dunwall, ce qui était respectable mais pas prestigieux. Ce que Caris voulait, c'était une alliance avec l'un des 3 grands clans, Voret, Kaladin ou Ashenfold, dont les territoires bordaient Dunmoral et dont l'influence combinée sur les routes commerciales de la vallée était quelque chose que Caris voulait avoir entre les mains depuis qu'il était assez vieux pour comprendre à quoi servaient les mains. Ce qu'il n'avait pas anticipé, ce qu'il ne pense pas s'être permis de considérer parce que c'était tout simplement trop gênant, c'est que les fils de Voret et Kaladin n'avaient aucun intérêt pour Muriel Dunwall. Le fils d'Ashenfold, cependant, avait exprimé un intérêt modéré pour Astra Ashfall. Et son nom était Bren Ashenfold, et je l'avais rencontré 2 fois lors de rassemblements de clans, une fois à 15 ans, où il avait à peine enregistré mon existence, et une fois à 20 ans, où apparemment quelque chose avait changé dans le calcul. Ce n'était pas un mauvais homme, il était large et silencieux, et sentait le cheval et avait le genre de stabilité dans ses yeux qui suggérait qu'il avait fait la paix avec qui il était. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu m'en réjouir, mais Caris ne pouvait pas permettre un mariage qui élevait ma position sans élever la sienne. Et un mariage entre moi et Ashvale par le sang, sinon par le statut actuel, et le fils d'Ashenfold ferait exactement cela. Cela restaurerait le nom Ashvale. Cela me donnerait une position. Cela ferait de moi soudainement quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Et Kyrus a souri lorsqu'il m'a dit que le mariage Ashenfold n'était pas possible. Il l'a dit chaleureusement, avec sa main sur mon épaule, et ses yeux d'eau de ruisseau étaient très calmes. Il a dit que Muriel serait offerte à Bren Ashenfold à la place. Il a dit que tout s'arrangerait magnifiquement. Il a dit que j'étais comme une fille pour lui. J'ai dit « oui, bien sûr ». Et puis je suis allée au jardin d'herbes et je me suis assise dans la boue entre les rangs de lavande et j'ai réfléchi très longtemps. Je réfléchissais depuis très longtemps à ce moment-là. 7 ans de réflexion, 7 ans à observer et à écouter et à stocker des choses comme ma grand-mère stockait des herbes séchées dans des pots en terre cuite, étiquetées, scellées, prêts pour le moment où il serait nécessaire.
J'avais tellement pensé et dit si peu que je me demandais parfois si je m'étais comprimé en quelque chose d'aussi dense que je ne trouverais jamais de sortie. Mais maintenant, il y avait une porte, étroite, précaire, mais une porte. Bren Ashenfold avait demandé de moi, pas de Muriel. Moi. Et Kairos avait peur de ce que cela signifiait, ce qui signifiait que j'avais, pour la première fois depuis 7 ans, quelque chose qu'il voulait très ardemment empêcher. C'est Draven qui m'a trouvé dans le jardin d'herbe. Il n'était pas subtil, Draven, je l'ai dit, mais il était perspicace de la manière limitée dont les gens qui n'ont jamais eu besoin de se déguiser peuvent parfois être perspicaces parce qu'ils n'ont jamais eu à se soucier de ce qu'ils révèlent. Il s'est accroupi au bord du rang de lavande et m'a regardé avec l'attention plate d'un homme qui essayait d'évaluer si quelque chose était déjà mort. « Tu as compris ce que Père a dit ?»« J'ai compris. »« Bien, dit-il. » Et ensuite, il écrit à Ashenfold ce soir pour expliquer le mariage. J'ai gardé mes mains dans la terre, enfonçant plus profondément les racines de lavande, sans le regarder. Muriel ferait une bonne épouse pour Bren. Quelque chose a changé sur le visage de Draven. Il s'attendait à de la résistance, à des arguments, peut-être à des larmes. L'absence de ces choses le troublait, et les gens troublés sont temporairement transparents. Elle le ferait, a-t-il convenu, trop prudemment. Penses-tu qu'il acceptera Bren Ashenfold? Père le fera avoir raison. Et voilà, la chose que Draven ne savait pas qu'il m'avait dite. Père le fera avoir raison, pas Père présentera le mariage de manière attrayante, pas Bren changera d'avis une fois qu'il rencontrera Muriel. Non, Kairos avait l'intention d'exercer une pression, ce qui signifiait que l'intérêt de Bren Ashenfold pour moi était plus significatif, plus gênant pour Kairos que je ne l'avais initialement compris. Je suis sûr qu'il le fera, dis-je. Draven et ses partis satisfaits. Les gens qui n'ont pas peur de vous ne pensent jamais à se demander ce que vous pourriez planifier. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 7 ans. Je suis allé dans le bureau de Kairos. Il était à dîner. Le foyer était à dîner. J'avais prétendu avoir mal à la tête, de manière convaincante, je l'espère, et je suis allé dans son bureau, et j'ai ouvert le coffre sous sa table d'écriture où il gardait sa correspondance, et j'ai lu tout ce qu'il y avait dedans. Cela a pris 40 minutes. J'avais 43 minutes avant que le foyer ne quitte la table. Ce que j'ai trouvé m'a dit plusieurs choses. La première était que Kairos correspondait avec un homme nommé Veldin Krey, qui était un intendant dans le foyer du roi Alpha, le souverain régnant sur les 4 clans de la vallée, un poste qui était resté vacant pendant 3 ans suite à la mort du précédent roi et qui était maintenant apparemment nouvellement pourvu. Un nouveau roi Alpha était descendu des territoires du Nord il y a 6 mois et établissait tranquillement, méthodiquement, sa domination sur les meutes de la vallée. Son nom n'apparaissait que 2 fois dans les lettres, et les 2 fois, il était écrit avec une formalité étrange qui suggérait que Kairos avait peur de lui. Le nom était Kailem Voreth Morn. La deuxième chose que j'ai trouvée était un document de la main de Kairos, signé et témoigné, qui transférait la totalité des possessions foncières d'Ashvel, les terres que mon père possédait, les terres qui étaient légalement, selon tous les précédents du droit des meutes, qui précédaient Kairos de 2 siècles, détenues en fiducie pour la lignée de mon père, jusqu'à ce qu'un héritier légitime puisse les revendiquer. Le transfert était daté de 4 mois après la mort de mon père. J'avais 12 ans. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et Kairos savait que je le savais. Et c'était la chose qu'il protégeait depuis le début. Pas seulement sa position sociale, et pas seulement les perspectives de mariage de Muriel, il avait volé la terre de ma famille. Et si j'épousais Bren Ashenfold, si je m'élevais à une position de standing suffisant au sein de la hiérarchie de la meute, il y avait une réelle chance que quelqu'un remarque l'irrégularité de ce document de transfert et pose des questions. Je m'étais assise sur ces preuves pendant 11 ans sans le savoir. Je suis restée assise là, dans la lumière déclinante de son bureau, le document entre mes mains, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine bouger et se repositionner, comme le fer se dépose dans un moule lorsqu'il refroidit, lourd, permanent, décidé. J'étais encore assise là quand j'ai entendu la voix de Muriel dans le couloir. Je n'avais pas 43 minutes après tout. J'avais peut-être 30 secondes. J'ai remis le document dans le coffre. Et j'ai fermé le coffre. J'étais à la porte quand Muriel l'a ouverte. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Ses yeux couleur d'eau de ruisseau, si semblables à ceux de son père, sont devenus très calmes. « Ta tête va mieux ?» dit-elle. « Un peu, dis-je. Je suis venu chercher du parchemin pour écrire une lettre, mais je ne dérangerai personne ce soir. » Je suis retourné dans ma chambre, mais Muriel m'avait vu sortir du bureau de son père, et Muriel était la fille de son père. Et dès le matin, Kairos le savait. Troisième partie. De quoi sont faites les pièces du dessous? Ils ne m'ont pas enterré immédiatement. Je veux être précise à ce sujet. Il y a eu une période, 9 jours, entre la nuit où Muriel m'a trouvé et la nuit où ils m'ont conduite aux fondations. Pendant ces 9 jours, Kairos a tout essayé d'abord. Confinement dans ma chambre.
J'ai passé ce temps à mémoriser le document de transfert de terre que j'avais déjà lu une fois, gravant chaque mot à l'intérieur de ma mémoire. Repas réduit. Ma grand-mère m'avait appris à manger beaucoup quand la nourriture était disponible et à endurer quand elle ne l'était pas. L'héritage de Lou signifiait un métabolisme plus lent que celui des humains, mais cela signifiait aussi que je pouvais tenir plus longtemps sans manger que ce que Kairos anticipait. Isolement. Cela m'a affecté moins qu'il ne s'y attendait, car j'avais passé 7 ans à me sentir à l'aise en ma propre compagnie. Une conversation. Kairos est venu dans ma chambre le 5e jour et s'est assis et m'a parlé de sa manière prudente et mesurée de gratitude et de famille et de l'importance de connaître sa place dans la structure de la meute. Il a parlé pendant 2 heures. Il était très bon à cela. Sa voix avait la qualité de quelque chose qu'on verse lentement, chaud, régulier, patient. J'ai écouté chaque mot. J'ai approuvé ceux qui nécessitaient une approbation. Je n'ai rien dit sur ce que j'avais lu. Il est parti sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, qui était ma reddition visible, et je l'ai regardé en partant. J'ai regardé le bref moment sans garde-fou où il a calculé et recalculé et est arrivé à une conclusion qui ne lui plaisait pas. Kairos Dunwall avait passé 11 ans à gérer un problème qu'il pensait être en dessous de sa gestion. Il s'était trompé. Maintenant, il devait s'en occuper correctement. Le fait est, et j'y ai beaucoup pensé dans les années qui ont suivi, qu'il aurait quand même pu le faire proprement. Il aurait pu m'épouser à quelqu'un de gérable. Il aurait pu simplement détruire le document. Il aurait pu faire disparaître l'enregistrement du transfert de terre des archives de la meute. Il y avait des options qui ne nécessitaient pas ce qu'il a choisi, mais Kairos a choisi les pièces du dessous parce qu'il était, sous la chaleur et la patience et l'esprit stratégique prudent, quelqu'un qui avait besoin de voir une chose brisée, quelqu'un qui avait besoin de preuves. Les pièces du dessous étaient des preuves. Elles avaient brisé des gens auparavant. Je l'ai découvert dans le noir en touchant les murs et en trouvant les griffures d'autres personnes. Les marques de compte des jours comptés, les mots gravés dans la pierre dans des langues assez anciennes pour que certaines soient pré-Dunwall, pré-Meute, pré tout ce qu'on m'avait appris. Et il avait besoin de me voir sortir de terre, ayant oublié pourquoi j'y étais allé. Ce qu'il n'avait pas prévu, ce qu'il n'aurait pas pu prévoir, parce que cela n'existait pas dans ses calculs, c'était Kailem Voretmorn, le roi Alpha, qui était, au moment où Kairos m'a descendu dans la terre, à 3 jours de cheval de Dunwall, menant une revue des territoires des meutes de la vallée, comme l'exigeait la nouvelle loi souveraine établie. 3 jours de cheval, 7 jours sous terre. Je ne savais rien de tout cela quand la terre s'est posée sur mon visage, mais je finirai par le comprendre. Ils sont venus me chercher la 9e nuit, quand la vallée était assez calme pour que même les pierres semblent endormies. 2 des hommes de Kairos, aux bras épais, silencieux, le genre d'hommes qui accomplissent leurs tâches sans avoir besoin de les comprendre. Alec était là, debout sur le côté, comme témoin ou surveillant ou les deux. Ils ne m'ont pas attaché. Cela, j'ai réalisé plus tard, était une erreur de leur part. Peut-être pensaient-ils que le choc de la chose empêcherait la résistance. Peut-être pensaient-ils qu'une petite femme sans statut de meute ne valait pas la peine de l'effort supplémentaire des cordes. Ils m'ont fait traverser la cave à racines, qui sentait le grain et la terre retournée, et quelque chose de plus ancien en dessous, quelque chose de minéral et de légèrement métallique, l'odeur de la roche scellée depuis longtemps. Il y avait une porte dans le sol de la cave ajustée si parfaitement que je ne l'avais jamais remarquée en 7 ans de stockage hivernal. L'un des hommes l'a soulevée avec une aisance habituelle qui m'a dit que ce n'était pas la première fois que cette porte était ouverte à cette fin. En dessous se trouvait une échelle. Sous l'échelle se trouvait une chambre. Sous la chambre, c'est là qu'ils allaient me mettre. Je me souviens avoir regardé en bas et avoir ressenti pour la première et unique fois le froid spécifique de la compréhension de ce qui allait se passer. Pas de panique. Pas la terreur animale que j'avais attendue, juste une clarification froide, comme quand on sort d'une pièce sombre dans l'air hivernal et que votre vision s'aiguise soudainement. J'ai pensé, 7 ans tu t'es gardée petite pour survivre. Cela va demander quelque chose de complètement différent. La chambre mesurait environ 3 mètres sur 2. Le plafond était assez bas pour qu'une personne grande doive se baisser. Les murs étaient en pierre naturelle sur 3 côtés et en terre battue sur le 4e. La terre battue était le point. Il l'avait préparée. Je pouvais voir où la terre avait été ameublie et ratissée et ameublie à nouveau, rendue réceptive, comme un lit préparé pour la plantation. Et puis, rapidement, sans cérémonie, comme on mettrait un objet gênant au rebut, Alec a fait signe aux 2 hommes et ils m'ont descendu. L'un d'eux a dit « La terre ne garde pas ce qui ne mérite pas d'être gardé. Un vieux dicton donne morale. » Mon père disait ça, avec une signification complètement différente. Puis la terre est venue. La première chose que j'ai faite n'a pas été de crier. J'y ai pensé. L'air était immédiatement épais, immédiatement compliqué, pas encore dangereux. Il y avait un espace résiduel près du sol de la chambre où l'air plus ancien était piégé.
Mais je pouvais sentir la compression, la façon dont une pièce se sent quand la porte s'est fermée dessus pour la première fois. Je n'ai pas crié parce que crier était la réponse attendue et j'avais pris une décision quelque part entre la porte de la cave à racines et l'échelle, arrêter de faire la chose attendue. La deuxième chose que j'ai faite a été de faire le bilan. J'avais les vêtements que je portais, une simple robe de travail en laine non teinte, 2 couches ceinturées à la taille avec une sangle en cuir, mes pieds étaient dans des chaussures en cuir usé. Mes cheveux étaient tressés en arrière. On ne m'avait permis ni bougie, ni eau, ni nourriture. Attendez, pas tout à fait. Glissé dans ma ceinture du côté droit, où une main posée naturellement sur ma hanche la couvrirait, se trouvait un petit objet que j'avais palmé du couloir alors qu'il me faisait traverser la maison. C'était un bout de suif, pas une bougie, juste un reste, la base aplatie de quelque chose qui avait brûlé presque jusqu'à rien, avec peut-être 3 ou 4 heures de lumière restante si on le traitait avec soin. Et enroulé autour de mon poignet, sous ma manche, fin comme un fil mais plus solide, un cordon de crin de cheval. 30 centimètres, peut-être. Je le ramassais dans la paille de l'écurie depuis une semaine sans savoir exactement à quoi il me servirait. 3 heures de lumière, 30 centimètres de cordon. Quoi d'autre? Mes mains, mes connaissances, ma mémoire dans laquelle j'avais stocké le document de transfert de terre de Carismo pour mots. Chaque date, chaque nom, chaque irrégularité. La voix de ma grand-mère au fond de ma tête, patiente comme du calcaire, et 11 ans d'observation attentive d'un homme qu'il pensait que je n'avais pas regardé. « Assez !» dit la voix de ma grand-mère. « Maintenant, réfléchis. » J'ai réfléchi. Je ne pouvais pas creuser vers le haut à travers la terre préparée. Il l'avait trop bien tassé, et sans outils, je ne ferais que m'épuiser contre une résistance qui se renouvellerait simplement en tombant. J'avais vu assez de la cave à racines pour en connaître les dimensions, et je pensais comprendre à peu près où se trouvaient les pièces du dessous par rapport aux fondations. Mais je ne connaissais pas l'étendue complète des chambres. Les anciens avaient parlé, parfois entre eux, de la manière dont les vieilles personnes parlent entre elles quand elles ont oublié qu'il y a de jeunes gens dans la pièce, des pièces du dessous au pluriel, des pièces, pas une pièce. Il y avait au moins une autre chambre. J'ai allumé le bout de suif, utilisé ma chaussure pour gratter une rainure peu profonde dans le sol en pierre et l'y ai posé, protégé du léger mouvement d'air qui venait de quelque part que je n'avais pas encore identifié. Puis j'ai commencé à faire le tour des murs. Les murs de pierre étaient solides, anciens, fusionnés les uns aux autres, avec un mortier qui avait durci à la consistance de la roche elle-même. Pas d'accroche, pas de faiblesse. Le mur de terre était du côté nord. Je me suis orienté par le froid et par la légère sensation d'eau quelque part dans la roche que le vieux sang de loup vous donne même, sous forme humaine, une sensibilité résiduelle à l'attraction magnétique. Mais du côté ouest, je l'ai presque manqué. C'est l'odeur qu'il a trouvée en premier, et avant mes mains, une qualité d'air différente, plus sèche, plus ancienne, pas fraîche mais pas scellée, derrière une section de mur de pierre qui semblait de face exactement comme toutes les autres sections de murs de pierre. Sauf que cette section avait été construite après la chambre d'origine. Ajoutée, la couleur du mortier subtilement différente, il y avait un espace. Pas un espace que l'on pouvait voir, un espace que l'on pouvait sentir. Si vous posiez votre paume à plat et restiez très immobile, vous pouviez sentir l'échange infinitésimal d'air. De l'autre côté de ce mur se trouvait une autre pièce. J'avais 30 centimètres de cordon de crin de cheval et 3 heures de lumière de suif et une chambre adjacente que je ne pouvais pas atteindre. Mais maintenant, j'avais un projet. 5e partie, le 2e et le 3e jour. Je vais vous dire la vérité sur ce que c'est d'être sous terre pendant plus de 24 heures, car la jolie version, la version où le protagoniste souffre élégamment, où la faim est une métaphore et la soif poétique, est une insulte à la réalité. Et je me suis promis que si jamais j'avais l'occasion de décrire cela, je serais honnête. À la fin du 1er jour, ma gorge se fendait. Pas encore douloureux, juste présent, un nouveau poids dans la bouche, une langue collante, la première demande polie du corps. Au début de ce que j'ai calculé comme étant le 2e jour, mesuré par la baisse de froid dans les petites heures profondes, dans la pierre quand le monde d'en haut se refroidit suffisamment pour qu'il se fasse sentir même en dessous, la demande était devenue moins polie. J'avais soif comme on a soif dans un rêve où le Yahoo apparaît et disparaît sans cesse. Mon corps menait une conversation très ciblée sur un seul sujet, avec moi, et il n'avait aucun intérêt à partager son temps avec aucun autre sujet. J'ai travaillé sur le mur, je n'avais pas d'outils. J'avais la boucle de ma ceinture, que j'ai retirée et utilisée comme grattoir, travaillant sur le bord de la section ajoutée, dans le joint où le nouveau mortier rencontrait la vieille pierre. Le bout de suif que je brûlais par intervalle de 15 minutes, l'obscurité entre eux, préservant ce qui était plus récent, moins fusionné. Et il s'en allait par petites touches, sans s'effriter exactement, mais cédant à une pression soutenue et concentrée d'une manière que le mortier plus ancien ne ferait pas.
Je travaillais surtout dans le noir, au toucher. Je grattais jusqu'à ce que le bout de mes doigts soit engourdi, puis je grattais avec la boucle jusqu'à ce que ce bras soit fatigué, puis je passais de l'autre côté. Dans le noir entre les intervalles, je pensais à Bren Ashfold. Pas de manière romantique, je tiens à être clair à ce sujet. Je pensais à lui stratégiquement. Je pensais à ce que cela signifiait que Caris ait eu assez peur de cette union potentielle pour aller aussi loin. Je pensais est-ce que cela signifiait que quelqu'un en dehors de Don Moral considère Astra Ashvale comme une personne digne d'une alliance? Cela signifiait qu'il y avait un extérieur à atteindre. Si je sortais, quand je sortirais, je me corrigeais, car le conditionnel était une porte et ne s'ouvrirait pas. Il y avait un monde au-delà de cette vallée, au-delà de cette meute, au-delà des règles que Caris avait superposées à tout comme des sédiments. Le roi Alpha était nouveau. Une nouvelle autorité signifiait un nouveau précédent. Un nouveau précédent signifiait que l'ancien document de transfert de terres pouvait être contesté. J'avais quelque chose qui valait la peine de se battre. Cette pensée me faisait continuer à gratter. Dans l'espace du flashback de ces intervalles sombres, d'autres choses me venaient aussi. Des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Des choses que mon esprit servait de la manière dont les esprits probes le font quand il n'y a rien d'autre à faire, quand le monde sensoriel a été réduit à la pierre et à l'obscurité et au son de votre propre respiration. Je pensais à la dernière matinée avec mon père. Aldrich Ashvale était un homme silencieux, pas le genre de silence caressant, le genre de rétention stratégique, mais le silence de quelqu'un qui avait traité tout ce qu'il avait besoin de traiter et était arrivé à un état de paix tranquille. Il sentait le chêne et le vieux cuir. Ce n'était pas un alpha physiquement imposant. La lignée Ashvale penchait davantage vers les érudits que vers les guerriers, mais il avait une qualité d'attention quand il vous regardait qui vous faisait vous sentir entièrement vu. Le dernier matin où je l'ai vu, il était à la fenêtre de son bureau avec une tasse de thé qui avait refroidi, regardant la vallée. « Le fer dans la roche » dit-il quand je suis entré, sans se détourner de la fenêtre. « Savez-vous pourquoi il saigne comme ça? Comme des blessures ?» J'ai dit non. « Il est plus vieux que la roche elle-même, dit-il. Le fer y a été déposé par l'eau et par l'eau bien avant que le calcaire ne se forme. Quand le calcaire a grandi autour de lui, il a absorbé le fer, mais le fer essaie toujours de bouger, suivant toujours l'ancien chemin de l'eau donc il sointe. Chaque année, il sointe un peu plus. Il s'est alors tourné et m'a regardé avec la qualité d'attention que j'ai décrite. C'est ce que font les choses les anciennes, dit-il. Elles trouvent leur chemin, lentement mais sûrement. Il est mort 3 jours plus tard. Je n'avais pas pensé à cette conversation depuis 11 ans. Dans le noir, sous la maison de la meute, je ne pensais à rien d'autre. Le 3e jour, je crois, le joint de mortier s'est suffisamment élargi pour que je puisse y glisser 2 doigts. L'air qui en sortait était sec et n'avait aucun goût, ce qui signifiait que l'espace de l'autre côté était assez grand pour avoir développé sa propre atmosphère. Pas une petite fissure, une pièce. J'ai commencé à travailler pour élargir l'ouverture. Partie 6. Les 4e et 5e jours. La soif, au 4e jour, n'était plus une requête ou une conversation. C'était un siège. Ma langue était devenue quelque chose d'étranger dans ma propre bouche. Quand je respirais, l'air me grattait. J'étais étourdi d'une manière qui n'était pas dramatique, pas tourbillonnante, pas le malaise des histoires, mais persistante, comme être légèrement déséquilibré sur un bateau, tout demandant un peu plus d'effort pour être calibré que ce qu'il aurait dû. J'ai trouvé de l'eau le 4e jour. Pas de l'eau réelle, pas de l'eau là-haut stagnante, pas un ruisseau, mais sur le mur, et tout la pierre était la plus froide. Où le froid résiduel de la nappe phréatique se faisait sentir, il y avait de l'humidité. Un fin voile de condensation sur la face de la pierre, si léger que c'était plus une suggestion qu'une substance. J'ai pressé ma joue contre. J'ai léché la pierre. Il n'y a pas de bonne façon de dire cela, mais c'est vrai. J'ai léché la pierre et la trace d'humidité qu'elle me donnait était réelle et ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. C'était la différence entre mon corps se battant sur un front et mon corps se battant sur 2. Je le faisais par intervalles mesurés. Joue contre pierre, langue contre pierre. Petite quantité, patiemment. Ma grand-mère aurait approuvé. Elle avait un dicton. Elle avait beaucoup de dictons. C'était une femme construite en grande partie de dictons sur la patience et le besoin. La plante qui boit profondément quand la pluie vient survivra à l'été qui ne vient pas. J'avais bu profondément dans les années où j'observais Kaelis. J'en survivais. L'ouverture dans le mur était large d'un doigt à la fois. J'estimais, et je pouvais me tromper, mon sens de l'échelle s'était un peu ramolli à ce moment-là, et qu'il me fallait encore 8 à 10 cm de dégagement avant de pouvoir passer une main, et encore peut-être 30 cm après cela, avant que l'ouverture ne puisse accueillir un corps. Ce que je pouvais dire de la qualité de l'air et de l'acoustique, car les chambres de pierre ont une acoustique très sensible aux proportions, c'est que la pièce de l'autre côté était significativement plus grande que la mienne et froide d'une manière qui suggérait la profondeur, un étage inférieur possible, ou un puits. Un puits,
Les mots se sont déposés en moi lentement pendant que je travaillais. S'il y avait un puits, si les pièces du dessous s'étendaient verticalement aussi bien qu'horizontalement, alors la question n'était pas seulement de savoir si je pouvais atteindre la chambre adjacente, la question était de savoir si cette chambre était connectée à quelque chose qui était connecté à quelque chose qui finissait par se connecter à l'air libre. Les anciens alphas n'avaient pas scellé ces pièces simplement pour les avoir. C'était des espaces de punition, oui, mais c'était aussi une partie d'une structure plus grande, et les structures, même très anciennes, nécessitent une ventilation, un mouvement d'air, une connexion à la surface. Je pensais au léger goût sec de l'air qui était sorti par l'ouverture. Je pensais à sa direction de la chambre adjacente dans la mienne, ce qui signifiait que la pression de l'air était plus élevée de l'autre côté, ce qui signifiait que l'autre côté avait une connexion à un endroit avec une pression d'air plus élevée. Une pression plus élevée signifiait plus près de la surface. Et c'est cette pensée qui m'a fait continuer le 5e jour, quand mes mains étaient si craquelées par le grattage qu'elles laissaient des traces sur la pierre. J'ai travaillé. Je n'ai pas pensé à Kaelis. Je n'ai pas pensé à Halleck ou Dreven ou aux yeux d'eau de Hitz et d'eau de ruisseau de Marielle. La colère est un accélérant et les accélérants brûlent vite. J'avais appris cela en 7 ans à gérer ma réaction à tout ce que cette maisonnée me faisait. La colère mangerait mon oxygène et ma discipline simultanément. Au lieu de cela, j'ai pensé au document dans la poitrine de Kaelis. Je me le suis récité dans le noir, chaque mot, chaque date, les noms des 2 témoins dont j'avais noté les signatures avec une attention très particulière étaient faux, l'un d'eux étant un homme que je savais être mort de la même fièvre hivernale que ma grand-mère, et 3 mois avant que le document ne soit censé être témoigné. J'avais des preuves qui nécessitaient que je sois vivante et que je parle pour être utile. J'ai continué à travailler. Il y a quelque chose que je veux dire sur la solitude car elle surgit pendant ces 6 jours, que je le veuille ou non. J'avais été seul pendant longtemps avant cela, seul de la manière dont on peut être seul dans une maison pleine de gens quand aucun d'eux ne vous voit comme autre chose qu'un problème qu'ils ont déjà classé. Ce genre de solitude est sa propre éducation. Elle vous apprend à être une très bonne compagnie pour vous-même. Elle vous apprend à avoir des conversations intérieures qui sont plus réelles que les conversations extérieures. Mais le souterrain est un autre genre de solitude. C'est la solitude d'être entièrement en dehors de l'attention du monde. Le monde d'en haut, la vallée, la maison de la meute, les murs de calcaire tachés de fer, continuaient sans référence à moi. Les repas étaient préparés. Le jardin d'herbes était entretenu par quelqu'un d'autre maintenant. Le soleil se levait et se couchait, et se levait à nouveau, et ne savait pas que j'existais. Cela aurait pu être anéantissant pour certaines personnes, je pense que ça l'a été. Ces autres griffures sur les murs, les marques de compte, les mots dans de vieilles langues. Certaines de ces marques avaient la qualité de quelqu'un criant à un mur qui n'écoutait pas. Les miennes non, les miennes avaient la qualité de, conversation, comme si j'étais en dialogue avec la pierre elle-même, comme si les murs n'étaient pas ma prison, mais ma matière. Et la chose avec laquelle je travaillais, pas contre. La voix de ma grand-mère était la plus claire dans le noir. Elle me parlait des plantes qui survivent au gel, celles qui enfoncent leur système racinaire quand la température baisse, pas vers le haut. Tout ce qui est au-dessus du sol meurt. Tout ce qui est sous terre s'approfondit. La plante émerge, au printemps, d'un système racinaire qui est le double de ce qu'il était il y a l'automne. Va plus profond, dit-elle dans ma mémoire. Va plus profond pour pouvoir remonter plus haut. Partie 7. Le 6e jour. La pièce au-delà. Ce que je croyais être le matin du 6e jour, l'ouverture s'est suffisamment élargie. Pas largement, mes épaules passant de côté étaient presque trop pour elle, et pendant un terrible moment de pression auquel je refuse de penser même maintenant, et j'ai pensé que j'avais mal calculé, que j'avais fait le trou de la bonne taille pour qui j'étais en entrant, et pas assez pour qui je sortais. Mais la pierre n'est pas aussi rigide qu'elle le paraît, et le désespoir est un lubrifiant étonnamment efficace, et je suis passé et je me suis levé lentement dans la chambre adjacente. Elle était plus grande. Le plafond était plus haut, pas assez pour se tenir complètement droit, mais assez pour que je ne me sente pas immédiatement comprimé. Le sol était plus bas, exactement comme je l'avais anticipé, et la texture était différente, pas de terre battue, mais de vieilles pierres, polies par les pieds pendant très longtemps. Et il y avait de la lumière. Pas beaucoup, pas assez pour voir exactement, plus une qualité de moins d'obscurité qu'avant. Mais venant d'en haut, de quelque part au-dessus. Je suis resté immobile un long moment et j'ai laissé mes yeux s'adapter à la quasi-lumière. Mon cœur faisait quelque chose d'irrégulier et j'ai choisi de ne pas y prêter attention. Il y avait un puits dans le coin nord-ouest de la chambre, peut-être un demi-mètre de diamètre, montant à travers la roche.
un puits d'aération, la disposition originale du constructeur pour l'oxygène dans des espaces qui seraient autrement invivables pendant plus de quelques heures. Au sommet du puits, que j'estimais à environ 4 mètres au-dessus de ma tête, peut-être 1,5 mètre sous le niveau du sol, il y avait une grille. En fer, ancienne, et à travers elle, la couleur de quelque chose, pas le ciel, car il faisait encore nuit ou tôt le matin au-dessus, mais la texture particulière de l'air au clair de lune, de l'air extérieur. Et j'ai commencé à pleurer et je me suis arrêté, car l'humidité était plus utile en tant qu'humidité qu'en tant que larme, et ma grand-mère aurait approuvé ce calcul pratique. Le puits était trop étroit pour être escaladé. Je l'ai compris immédiatement de la manière dont on comprend la géométrie quand on y presse son corps. Mais il n'était pas trop étroit pour y faire passer du son. C'est là que je dois vous parler d'une connaissance que j'avais recueillie dans l'étude de KLN, pas dans la poitrine, pas dans le document de transfert de terre, mais dans une lettre ultérieure, l'une des correspondances avec Weldon Cray, le régisseur du roi Alpha. Le roi Alpha, KLN Voret-Morn, effectuait des revues territoriales. Son itinéraire, que Weldon avait esquissé dans des détails administratifs soignés, c'était un homme très méticuleux. Weldon Cray. Le roi Alpha viendrait à Donmaro le 8e jour après que j'ai été mis en terre. C'était le 7e jour. Non, je me suis corrigé. J'avais compté soigneusement, griffant chaque jour dans la pierre de la première chambre, mais dans le noir, il est possible de perdre une rotation. Était-ce le 6e jour et demain était le 7e jour? Ou était-ce déjà le 7e jour et ce soir était la dernière nuit avant l'arrivée du roi Alpha? Cela importait énormément car la maison de la Meute, la nuit précédant une revue du roi Alpha, serait occupée par les préparatifs, des feux étant allumés, de la nourriture étant stockée. KLN serait dans la grande salle ou dans les chambres supérieures, gérant les apparences. Les serviteurs travailleraient tard. La cour serait active. La cour au-dessus de la zone de fondation, bien près de l'endroit où ce puits a émergé. J'avais une nuit, peut-être pour me faire entendre à 4 mètres sous terre. Voici ce que j'avais. Le reste du bout de chandelle, non allumé maintenant, conservé, ma voix, qui était rauque mais présente, la corde de crin de cheval, la boucle de ma ceinture, une épingle à robe que j'avais trouvée dans la 2e chambre, qui avait été perdue là à un moment indéterminé dans le passé par quelqu'un dont j'étais maintenant profondément reconnaissant de la perte, et j'avais quelque chose d'autre. Dans la 2e chambre, dans le coin sous le puits, quelqu'un avait laissé quelque chose derrière, ou peut-être l'avait utilisé et n'avait pas pu le reprendre. Une longueur de chaîne de fer, vieille mais solide, peut-être 1 mètre de long, attachée à une agrafe dans le mur. Utilisée une fois, j'imaginais, et pour sécuriser tout ce qu'ils avaient mis ici. J'y ai pensé très longtemps, et j'avais quelque chose d'autre. Dans la 2e chambre, dans le coin sous le puits, quelqu'un avait laissé quelque chose derrière, ou peut-être l'avait utilisé et n'avait pas pu le reprendre. Une longueur de chaîne de fer, vieille mais solide, peut-être 1 mètre de long, attachée à une agrafe dans le mur, utilisée une fois, j'imaginais, pour sécuriser tout ce qu'ils avaient mis ici. J'y ai pensé très longtemps. Puis, j'ai pensé à ce qui fait un son qui porte vers le haut à travers la pierre. Pas seulement la voix. La voix est trop douce, trop absorbée par la terre. Le rythme. La percussion répétitive, un son qui ne se dissipe pas comme les tons uniques, mais qui s'accumule comme un battement de cœur, est audible quand la pièce est assez silencieuse. J'ai retiré la chaîne de fer de l'agrafe. Elle s'est détachée avec effort, la prise de l'agrafe affaiblie par des décennies d'humidité, et j'ai commencé à penser à la résonance. Partie 8, le 7e jour. Je dois être précis sur ce que j'ai fait, car il est facile d'entendre cette partie de l'histoire et de penser qu'elle était simple, inspirée ou chanceuse. Elle n'était rien de tout cela. C'était un ensemble de décisions calculées prises par une personne qui avait très peu de ressources et qui avait besoin de rentabiliser chacune d'elles 3 fois. Premièrement, j'avais besoin de comprendre l'acoustique du puits. J'ai fait des sons, prudents, contrôlés, rien qui ne puisse être entendu à l'intérieur de la maison, et j'ai écouté comment ils changeaient en montant. Les puits de pierre amplifient le son vertical. La grille en haut le diffuserait, mais le puits lui-même le focaliserait. Comme un tuyau focalise l'eau, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas un son fort. Ce dont j'avais besoin, c'était un son spécifique. Quelque chose qui pénétrerait le bruit de fond d'une maison préparée pour un invité important. Quelque chose que l'oreille humaine ou lupine enregistrerait comme étant faux par rapport au contexte. Un grattement régulier et rythmique contre du fer. Pas frénétique, pas le grattement frénétique de la panique, qui était ce que KLN m'avait fait descendre ici pour produire, ce à quoi ressemble la panique et ce qui pourrait être expliqué comme un animal, une créature piégée. Un problème banal avec une solution banale. Au lieu de cela, mesurer, délibérer, 3 battements, une pause, 3 battements, une pause. Le schéma de quelqu'un qui compte.
le schéma de quelqu'un qui communique. J'ai commencé ce que j'étais maintenant certain être le matin du 7e jour, non pas parce que je pouvais voir la lumière à travers la grille, qui était obscurcie par la pierre au-dessus, mais parce que la température de l'air du puits changeait de la manière dont elle changeait chaque matin. Le léger réchauffement du monde d'en haut se communiquant vers le bas. J'ai commencé ce qui est d'autre peu, c'est ce que j'étais maintenant, certain, être le matin du 7e jour, non pas parce que je pouvais voir la lumière à travers la grille, qui était obscurcie par la pierre au-dessus, mais parce que la température de l'air du puits changeait de la manière dont elle changeait chaque matin, le léger réchauffement du monde d'en haut se communiquant vers le bas. J'ai utilisé la chaîne de fer, tenue aussi haut que je pouvais l'atteindre, frappant contre les parois de pierre du puits selon le schéma de 3 battements. Je l'ai maintenu pendant ce qui a dû être 1 heure. Mes bras ont cédé. Je me suis reposé, puis j'ai recommencé. 3 battements, pause, 3 battements, pause. C'est la partie où je devrais vous dire que mes bras ont fini par ne plus faire mal, que je suis entré dans un état élevé où la douleur c'est devenu secondaire à la mission. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mes bras me faisaient continuellement mal. Mes articulations d'épaule faisaient des bruits qui m'inquiétaient. Mes paumes, déjà craquelées par le grattement du mur, se sont rouvertes autour de la chaîne. J'ai compté. Quand je ne pouvais pas compter, j'ai récité le document de transfert de propriété. Quand je ne pouvais pas réciter, j'ai pensé à mon père à la fenêtre. Les choses anciennes trouvent leur chemin, avait-il dit. Lentement, mais sûrement. 3 battements, pause. 3 battements, pause. Le ménage au-dessus a commencé à se réveiller. Je pouvais l'entendre, la percussion étouffée de bottes lourdes sur les sols en pierre, la vibration lointaine des portes principales s'ouvrant et se fermant. La fréquence particulière d'un grand feu allumé dans une cheminée. Il se préparait. Il arrivait. 3 battements, pause. Et voici où je dois vous dire quelque chose de difficile, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, car ce n'est pas la partie héroïque de l'histoire. Ce qui, je crois, était le milieu de la matinée du 7e jour, je me suis arrêté. Pas parce que j'ai abandonné, je veux être très clair à ce sujet. Je me suis arrêté parce que mon corps a pris une décision sans me consulter. Mes bras sont simplement descendus. La chaîne a frappé le sol avec un son qui a résonné une fois et s'est éteint. Et je me suis tenu dans le noir au fond du puits et je ne pouvais plus les lever. Je suis resté là longtemps. Je suis resté là et j'ai pensé à ma mère à la fenêtre, ses yeux me traversant. J'ai pensé à ce morceau particulier de reddition, pas le morceau laid de la défaite, mais celui qui est plus calme, celui où vous décidez simplement que les termes offerts sont les seuls termes disponibles et vous les acceptez. J'ai pensé, peut-être que c'est comme ça que ça se termine. J'ai pensé, peut-être que Kaelen gagne. Et c'est le moment où je lutte avec le langage parce que ce que je veux dire, c'est que quelque chose est arrivé, une ressource extérieure à moi-même. Mais la vérité est plus compliquée. La vérité sera que c'était à la fois de l'extérieur et de l'intérieur simultanément, comme un son est à la fois dans l'air et dans votre oreille. J'ai entendu la voix de ma grand-mère et pour la première fois depuis que j'étais sous terre, ce n'était pas un souvenir, c'était une présence. Astra, elle a dit, et la façon dont elle l'a dit, la façon dont elle le disait, quand j'avais abandonné sur un sentier escarpé et que je m'étais assis dans la boue et que je l'avais regardée avec des yeux qui disaient « Je ne peux pas », portait en elle tout ce que ce nom avait signifié avant d'être diminué. Étoile, chose brillante dans un ciel sombre. Lève-toi. Je me suis levé. Je ne pouvais pas lever mes bras, alors j'ai changé d'approche. J'ai utilisé mes pieds. J'ai calé mon dos contre la paroi du puits et j'ai appuyé mes pieds contre le côté opposé, une position de calage utilisant les 2 murs comme levier. Et de cette façon, j'ai grimpé, lentement, douloureusement, pas loin, peut-être 1 mètre, peut-être un peu plus, utilisant la chaîne autour de ma cheville pour frapper contre la paroi du puits pendant que je me déplaçais. Pas 3 battements maintenant, juste continu, soutenu. La différence entre quelqu'un qui compte et quelqu'un d'assez désespéré pour arrêter de compter. Partie 9. Ce que Calem Warethmorn a entendu. C'est la partie que j'ai reconstituée d'après ce qu'on m'a raconté par la suite, car je n'étais pas en position de la voir directement. La fête du roi Alpha est arrivée à Dunmoral Pack House en début d'après-midi du 7e jour. Gilles et ils sont passés par la porte de la vallée avec l'organisation discrète de personnes suffisamment puissantes pour ne pas avoir besoin d'en faire un étalage visible. 12 cavaliers, pas de bannière, équipement de voyage fonctionnel, armes à la hanche mais pas tirées. Le genre d'arrivée qui dit « Nous n'essayons pas de vous impressionner, nous sommes là pour vous évaluer ». Ce qui est plus intimidant que les trompettes. Kairis était dans la cour pour les accueillir. Le roi Alpha est descendu de cheval et il était, et c'est ce que plusieurs témoins ont décrit avec les mêmes mots, donc je le crois, sans particularité. C'est-à-dire qu'il n'était pas le spécimen physique légendaire que l'histoire a tendance à placer au poste de pouvoir. Il était grand, mais pas démesurément. Cheveux sombres, jeune pour le poste, fin vingtaine, ce qui, en termes de meute pour un alpha souverain,
était assez jeune, était assez jeune pour être un sujet de discussion politique continue. Il avait une qualité en lui que les gens décrivaient diversement comme du calme, de l'attention ou simplement du poids. Le sentiment que lorsqu'il regardait quelque chose, il le regardait vraiment, sans faire semblant de regarder. Cette qualité était, selon ceux qui le connaissaient, sa caractéristique la plus et la moins confortable. Kairis l'accueillait par la grande entrée, prononçant les discours de réception appropriés lorsque le roi Alpha s'est arrêté. Il s'est arrêté au milieu de la cour, dans l'espace entre la porte et l'endroit où son cheval avait été conduit à l'écurie. Il regardait le sol. « Qu'y a-t-il sous ici » dit-il. Kairis lui a dit plus tard que la question lui avait semblé de l'eau froide. Il l'a dit agréablement, sans alarme, mais c'était Kairi. Stockage de fondation, cellière à grains, structure très ancienne. Ancienne, dit le roi Alpha. Il regardait toujours le sol. Puis, il s'est accroupi. Au milieu de la cour, dans ses vêtements de voyage poussiéreux, le nouveau Alpha souverain des meutes de la vallée s'est accroupi et a posé une main à plat sur la terre battue de la cour, comme on pourrait appuyer une main contre un mur pour sentir s'il y a un incendie de l'autre côté. Il est resté ainsi un long moment. Puis il a regardé Kairis. « Il y a quelqu'un sous votre cour, dit-il. C'est le moment où je veux m'attarder car tout ce qui suit est une conséquence. Tout ce qui précède était la cause, mais ce moment, c'est le pivot. » Kairis avait une réponse préparée. Il avait toujours des réponses préparées. La réponse concernait un membre de meute loyal mais instable qui avait été confiné pour sa propre sécurité, qui recevait du temps pour retrouver sa stabilité avant sa réintégration, qui était bien soigné, qui serait disponible pour parler à quiconque souhaitait vérifier son état dans un jour ou deux quand elle serait plus forte. Le roi Alpha l'a regardé un long moment. « Soulevez le sol, dit-il. Et c'est tout. Partie 10. À venir. » J'ai entendu le grattement au-dessus de la grille avant d'entendre des voix. Puis des voix, plusieurs sur le ton d'hommes qui se font diriger plutôt que diriger, ce qui m'a dit qu'il y avait de l'autorité impliquée. Pas Kairis, pas Alec, quelqu'un avec une qualité de commandement différente. J'ai eu assez de présence d'esprit. Même alors, pour faire quelque chose de calculé. J'ai arrêté de faire du bruit car l'histoire de Kairis exigeait que je sois quelqu'un qui avait été confiné pour instabilité, ce qui nécessitait à son tour que je me comporte avec un certain degré d'instabilité lorsque je serais trouvé. Ce dont j'avais besoin, ce qui me servirait le plus au moment de la découverte, c'était d'être trouvé dans un état qui communiquait la compétence, la survie, l'intention. Je me suis installé contre la paroi du puits, la chaîne lâche dans mes mains et j'ai attendu. La grille au-dessus s'est détachée avec un bruit de fer et de pierre qui était, à ce moment-là, plus beau que toute musique que j'ai jamais entendue auparavant ou depuis. La lumière a inondé le puits. Lumière d'après-midi, diffusée à travers le ciel couvert de la vallée, mais vraie lumière. Dès celle qui contient le spectre complet du monde d'en haut, j'en avais été privé pendant 7 jours. C'était comme de l'eau pour un certain type de soif que je ne savais pas avoir. J'ai levé les yeux. Un visage est apparu au-dessus de l'ouverture du puits. Pas Kairis. Jeune et sérieux et me regardant avec une expression que je ne pouvais pas entièrement lire d'en bas. Quelque chose entre la surprise et une sorte d'attention féroce et résolue. « M'entends-tu » dit-il. « Oui » dis-je. Ma voix n'était presque rien, une chose craquelée et écorchée. Mais elle était là, elle était mienne. « Peux-tu grimper » J'ai regardé le puits. 4 mètres, pas de prise, à peine assez large pour mes épaules. « Non » dis-je. Mais j'ai une chaîne si vous avez une corde. Il y a une pièce dans mon arme, une pause. Puis le visage a disparu et j'ai entendu des instructions rapides données à voix basse. 30 secondes plus tard, une corde est tombée dans le puits. J'ai attaché la chaîne à la corde de crin de cheval à la chaîne, ajoutant de la longueur, m'assurant que la connexion tenait, et j'ai attaché la corde autour de ma taille. Et j'ai dit « prêt ». Ils m'ont remonté. Le moment de l'émergence, je n'ai pas de mots assez justes pour le décrire. La compression de l'arbre cédant la place à l'air libre, l'odeur de tout, l'herbe et le cheval et la fumée et l'odeur de fer des parois calcaires de la vallée et l'air humide et froid de l'après-midi. Tout cela arrivant simultanément, le monde se reconstituant autour de moi avec une abondance soudaine et généreuse. Je me tenais dans la cour de la Dunmoral Pack House. Mes vêtements étaient gris de terre, mes mains étaient sombres, craquelées et tachées. Mes cheveux s'étaient détachés de leurs tresses et pendaient dans un état auquel je préférais ne pas penser. J'étais mince d'une manière que je pouvais sentir, la minceur structurelle de quelqu'un dont le corps a discrètement démantelé l'architecture non essentielle. Kairis se tenait à 15 mètres de là avec l'expression d'un homme regardant un plan très prudent se désagréger en temps réel. L'Alpha King se tenait devant moi. Il était, comme décrit, peu remarquable à première vue. Cheveux sombres, assez grands, la qualité d'attention que les gens mentionnaient sans cesse était immédiatement apparente. Il me regardait avec tout le poids de cette attention, sans cataloguer mon apparence, mais me regardant comme mon père avait l'habitude de le faire.
Il ne dit rien pendant un moment, puis il dit « Quel est ton nom ?» Et je dis « Astra Ashfall, fille d'Aldric Ashfall de la lignée Ashfall de la meute Dunmoral. » Mais c'est mieux, pas seulement Astra, pas la version diminuée, la version dépendante, la version du membre problématique du foyer. Le nom complet, le nom de la lignée, le nom auquel était attaché une revendication foncière, un document de transfert frauduleux, un héritage assassiné. Aldric Ashfall, qui avait regardé le fer suintais à travers le calcaire et dit « Les choses anciennes trouvent leur chemin, leur chemin ». J'ai utilisé son nom comme la revendication qu'il était. Partie 11. Les choses dites à la lumière du jour. Kairis s'apprêta à parler. Je me tournai pour le regarder, juste tourner, juste le mouvement de ma tête dans sa direction, et quelque chose dans mon visage ou ma posture, ou peut-être le simple fait, inconvenant, que j'étais toujours en vie l'arrêta avant qu'il ne commence. Ceci, j'y penserai plus tard. C'était la première fois en 7 ans que je l'arrêtais d'un regard. Ce qui avait changé, ce n'était pas moi, vraiment. Les mêmes choses étaient vraies qui avaient toujours été vraies. Ce qui avait changé, c'était les témoins, la position et la présence d'une autorité supérieure à Kyros. L'Alpha King regarda de moi à Kyros et de nouveau à moi. « Depuis combien de temps ?» dit-il. « 7 jours, dis-je. Sous quelle autorité ?» C'était la question pour laquelle Kyros s'était préparé. Il s'avança maintenant, ses yeux couleur d'eau de ruisseau fixe, sa voix mesurée et chaleureuse. Il expliqua soigneusement mon instabilité. Oh, comment il s'était inquiété de mon bien-être, comment la détention était pour ma propre protection, et comment il avait eu l'intention de me faire voir par le guérisseur de la meute avant l'arrivée de l'Alpha King, mais malheureusement le timing avait été « On t'a donné de l'eau ?» dit l'Alpha King s'adressant à moi. « Non. À toi ? Non. » Un long silence. Je regardais Kyros recalculer en temps réel. Il était très bon à cela. Ses yeux bougèrent presque imperceptiblement, et je pouvais le voir chercher la voie de sortie, l'explication qui pourrait encore englober ce qui m'avait été fait et le présenter comme autre chose que ce que c'était. Cet homme, dis-je avant que Kyros ne puisse trouver la voie de sortie, Cassor détient des terres qui appartiennent à la lignée Ashvale en vertu d'un document de transfert irrégulier signé par des témoins qui étaient morts avant qu'ils ne soient censés être témoignés. Je peux réciter le texte intégral du document, y compris les dates, les noms et les irrégularités spécifiques dans la clause de témoignage de mémoire. Je l'ai mémorisé il y a 11 jours dans son coffre de correspondance privée. Je ne regardais pas Kyros, je regardais l'Alpha King. J'exigerais une comptabilité formelle en vertu du droit de la meute. Je suis le dernier héritier vivant de la lignée Ashvale et je fais une réclamation formelle de dépossession illégale devant un témoin souverain. La dernière partie, témoin souverain, était la phrase charnière. En vertu du droit de la meute, une réclamation faite devant un alpha souverain, un roi, avait un poids différent d'une réclamation faite devant une autorité inférieure. Elle ne pouvait pas être supprimée par la gouvernance locale de la meute, elle devait être entendue. J'avais lu cela dans les anciens volumes de droit que Kyros gardait dans sa bibliothèque, ceux qu'il ne lisait pas lui-même parce qu'il se considérait au-delà du besoin de la vieille loi, ceux que j'avais lus de couverture en couverture pendant mes 7 années dans cette maison parce que je n'avais rien d'autre que du temps et une bonne mémoire et une grand-mère qui m'avait dit que le monde respecte ceux qui le laissent se montrer d'abord. L'Alpha King me regarda longuement, puis il dit « Notez ». Et il le dit de la manière qui signifiait enregistré, officiel, immuable. Kyros devint très immobile. Veillez à ses soins, dit l'Alpha King à quelqu'un derrière lui sans détourner le regard de mon visage, et puis juste à moi. Nous parlerons davantage une fois que vous aurez mangé et vous serez reposé. Il me regardait avec cette qualité d'attention totale. On ne m'avait pas regardé comme ça depuis très longtemps. Oui, dis-je, nous le ferons. Les procédures formelles prirent 2 mois. Je vous épargnerai la plupart des détails. La documentation, les témoins appelés et contre-interrogés, les anciens volumes de droit descendus des archives régionales, la misère grise particulière de voir les défenses juridiques de Kyros se désagréger une par une à mesure que les irrégularités du document de transfert foncier étaient exposées à des personnes qui comprenaient ce que signifiaient les irrégularités. Les signatures des témoins étaient des faux. Cela fut démontré par le registre des décès de la meute qui confirma que les 2 hommes étaient morts des mois avant que le document ne soit censé être signé. En vertu du droit de la meute, un document témoigné par les morts n'était pas un document. C'était une fiction. Les terres Ashvale furent restaurées. Kyros fut démis de ses fonctions de gardien par intérim des Dunmoral Holdings et placé sous surveillance en attendant un examen plus approfondi de ses autres transactions.
Il y eut, comme il se révéla, d'autres irrégularités que l'enquête découvrit, car les hommes qui falsifient un document ont tendance à avoir développé cette pratique. Alec et Driven quittèrent la vallée. Muriel resta, et je dirai ceci pour elle. Elle vint me voir 6 semaines après le début des procédures et dit simplement « Je savais ce qu'était mon père ». Ah, rien d'autre, juste cela. Ce n'était pas des excuses, c'était trop honnête pour des excuses qui auraient nécessité qu'elle prétende avoir essayé de l'arrêter, mais c'était quelque chose de réel et je le respectais. La chambre de ma mère, la chambre que nous avions partagée, je l'ai reprise puis laissée. Il n'y avait aucune raison de rester dans la maison de Kairos. Il n'y avait pas encore de maison où retourner sur les terres Ashvale. Les bâtiments étaient tombés en ruine en 11 ans, mais la terre était là et le jardin d'herbe avait survécu. Et j'ai commencé le lent processus de remise en état. L'Alpha King, Callum, vint sur les terres Ashvale 4 mois après la conclusion des procédures. Pas officiellement. Il vint seul, ce qui était apparemment sa façon préférée de faire les choses quand il pouvait le faire sans l'appareil d'autorité autour de lui. Il vint sur un cheval mieux adapté au terrain qu'à la cérémonie et l'attacha au poteau de la porte et remonta à travers la terre, envahie par la végétation comme quelqu'un qui a réfléchi à savoir s'il est le bienvenu et a décidé de venir quand même. J'étais dans le jardin d'herbe, comme prévu. Il se tint au bord pendant un moment, regardant ce que j'avais déjà récupéré, les rangées de lavandes replantées, le mur de romarin taillé jusqu'au bois vivant, le parterre de Tim qui avait apparemment survécu à 11 ans de négligence par pure obstination. « Vous vous y connaissez en Gerbida, dit-il, le jardin de ma mère, à l'origine. » Il fut silencieux un moment, puis « L'audience de transfert foncier. Vous avez dit que vous aviez mémorisé le texte du document en 40 minutes. 43 minutes. Pourquoi 43 ? C'est le temps que j'ai eu avant que le foyer ne quitte le dîner. Il considéra cela. Et vous l'avez gardé pendant 11 jours à travers 7 jours sous terre et l'avez récité avec suffisamment de précision pour que la comparaison des archives confirme chaque mot. J'étais motivé à me souvenir. Le coin de sa bouche se contracta, pas tout à fait un sourire mais son précurseur. Astra Ashvale, dit-il comme pour tester le nom complet, le nom de la lignée. C'est moi, dis-je. Il me regarda avec cette qualité d'attention à laquelle je pensais de temps en temps depuis 4 mois. La meutait, commença-t-il et s'arrêta, reprit. Je passe beaucoup de temps entouré de gens qui savent exactement ce que je veux entendre. Et des gens qui se sont préparés à ce que je veux entendre. Cela crée une sorte de solitude particulière. Je compris cela. J'avais passé 11 ans entouré de gens qui géraient ce que j'étais autorisé à savoir. J'imagine, dis-je, que c'est une condition professionnelle du pouvoir. Possiblement, dit-il. Bien qu'on m'ait dit que cela peut être abordé en théorie en passant du temps avec des gens qui n'ont aucun intérêt particulier à me gérer. Je le regardais. Suggérez-vous, dis-je, qu'une femme qui a passé 7 jours sous terre a élaboré une stratégie juridique contre un homme qui lui a volé son héritage n'a aucun intérêt à vous gérer ? Le précurseur devint un vrai sourire, bref mais réel. Je suggère, dit-il, que quels que soient vos intérêts, vous êtes honnête à leur sujet, ce qui est plus rare qu'ils ne le devraient. Nous nous tenions dans le jardin d'herbe, à la lumière de fin d'après-midi de la vallée, avec les parois calcaires rouge-fer autour de nous, et l'odeur de lavande et de vieux Tim, et la qualité particulière de l'air qui n'existe que dans les endroits qui ont été aimés pendant longtemps, et qui commencent, prudemment, à être aimés à nouveau. Ma grand-mère m'a dit de laisser la forêt se montrer d'abord. Et je suis toujours en train de décider ce que je regarde. Il hocha la tête comme si c'était la bonne réponse. « Prenez votre temps, dit-il. » Et il s'assit au bord de la rangée de lavande, sans demander, s'installant simplement comme une personne s'installe dans un endroit où elle a décidé de rester un moment. Et je retournai au travail et il regarda. Et la lumière de l'après-midi descendit à travers la vallée avec sa couleur de fer chaude et le monde était, pour la première fois depuis très longtemps, exactement de la taille qu'il était censé être. Épilogue, ce que la Terre garde. J'ai 31 ans maintenant. Cela fait 8 ans que je suis sorti de terre. Le jardin d'herbe est le plus dictaté et le plus productif de la vallée. Les gens viennent de Vorhet et de Caladine pour l'huile de lavande, pour le romarin séché, pour une préparation particulière d'achillée millefeuille et de résine de pin que ma grand-mère m'a apprise et que j'ai enseignée à 3 femmes depuis. La terre Ashvale a de nouveau des bâtiments, pas des grands. Je ne suis pas une personne très intéressée par la grandiloquence, mais des solides construisent avec la pierre des murs de la vallée et le bois de la forêt supérieure, et un soin particulier pour la proportion que je pense que mon père, qui se souciait de la proportion en toute chose, aurait apprécié. Les pièces souterraines sont scellées maintenant.
Calum les a fait sceller formellement par le droit de la meute 8 mois après que je sois sorti d'elle. Il y a un enregistrement dans les archives régionales qui stipule, dans le langage sec de la documentation officielle, que les chambres souterraines de la Dunmore Pack House ont été fermées suite à un examen formel de leur utilisation historique, lequel examen a révélé que leur utilisation constituait une violation des protections du droit de la meute pour les membres de la lignée. L'enregistrement ne dit pas qu'une femme a passé 7 jours ici et est sortie avec une revendication foncière et une stratégie juridique et une quantité suffisante de fureur résiduelle pour démanteler une fraude de 11 ans. Les enregistrements ne disent pas ces choses, mais je sais. J'y retourne parfois, pas dans les pièces souterraines, celles-ci sont scellées comme je l'ai dit, et je n'ai aucun désir d'y retourner, mais dans la cour au-dessus, sur la pierre au-dessus de la fosse. Je me tiens là tôt le matin quand la vallée est calme et que les parois calcaires saignent leur rouge de fer à la première lumière. Et je pose une main à plat sur le sol comme Calum a posé sa main à plat quand il est arrivé pour la première fois. Je pense aux choses qui sont encore là-dedans. Le bout de chandelle brûlé à néant. La boucle de ceinture, quelque part dans la couture du mur, le cordon de crin de cheval où qu'il soit tombé, les marques que j'ai faites dans la pierre, les jours comptés. Je pense à mon père et au fer qui traverse le calcaire sur 10 000 ans en suivant le chemin de l'eau qu'il a appris avant que la pierre n'existe. Les choses aussi que anciennes retrouvent leur chemin. Je pense à ma grand-mère dont la voix est arrivée dans l'obscurité quand mes bras ont cédé et qui, je ne crois pas entièrement, est partie, et je pense à la jeune fille qui est entrée en terre à 23 ans, croyant, si elle était honnête avec elle-même, si elle enlevait la bravade, le calcul et la pensée stratégique prudente, qu'elle n'en sortirait probablement pas. Qui est sortie quand même? Pas parce qu'elle a été sauvée, et pas parce que le secours est arrivé et qu'elle n'avait qu'à endurer jusqu'à ce qu'il le fasse. Elle est sortie parce qu'elle s'est rendue utile à sa propre survie à chaque étape. Parce qu'elle a trouvé la faille dans le mur au toucher, pas à la vue, parce qu'elle a changé d'approche quand l'une échouait, parce qu'elle a gardé le document en mémoire pendant 7 jours et l'a livré au jour avec précision, parce qu'elle avait toujours su, même pendant les années où elle se faisait petite, que le but n'était pas de survivre jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Le but était d'être quelque chose qui mérite l'attention du monde. Quand Calum a posé sa main sur le sol et dit « Il y a quelqu'un sous votre cour », il avait raison, mais il avait raison parce que je lui avais donné quelque chose à entendre. J'avais gratté délibérément, rythmiquement, dans le rythme d'une personne qui communiquait, pas qui paniquait. Dans la voix de quelqu'un qui a l'intention de sortir. La terre ne garde pas ce qui ne mérite pas d'être gardé. C'est ce qu'ils ont dit quand ils m'ont descendu. Je suis sorti et je suis devenu la preuve qu'ils avaient raison, mais pas de la manière dont ils le pensaient. Ce que la terre garde, c'est ce que vous y mettez. Le chagrin est la graine et les racines des plantes qui s'enfoncent quand la température baisse. Ce qu'elle rend au printemps, c'est tout ce qui est allé assez profondément. Je suis allé assez profondément. Je continue. Pour ma grand-mère qui a dit « Laisse la forêt se montrer d'abord ». Elle l'a fait, Maris. Elle m'a tout montré. La fin,